que vous avez vu, Esprit critique. Es-tu là? Bonjour Pierre-Charles. Bonjour. Alors, bienvenue sur Ésotérisme expérimental. Cette année, on va se voir à plusieurs reprises. Oui, une ou deux fois par mois. Là. C'est ça. Alors, ta chronique consiste en quoi exactement? Esprit critique, es-tu là? La chaise est là pour l'esprit critique, là? Oui, c'est ça, il doit être là. Vous avez vu, il y a une chaise vide dans le fond de la table exprès pour l'esprit critique. C'est ça. S'il n'est pas content, il fera bouger les verres ou il cognera peut-être. Ah, c'est ça. Mais ça, c'est tous les phénomènes dont on entend beaucoup parler, là. Puis des esprits, on dit, avec les tables Ouija, on peut entrer en contact. C'est ça. C'est un aspect, les tables qui bougent, les tables qui montent, Ouais. la lévitation, ça a été un phénomène, bon, on entend beaucoup parler, mais on n'a pas de preuves et, enfin, tant qu'à moi, on n'a pas de preuves concrètes, là. Ouais. On a des gens qui nous apportent des témoignages et un témoignage, c'est toujours un témoignage. Bon, c'est sûr que c'est valable, mais pour un esprit critique et scientifique surtout, ce que on demande, c'est des preuves. Comme dit Henri Brock dans un des livres que j'ai, une affirmation extraordinaire demande une preuve extraordinaire. Et puis, c'est à la personne qui fait l'affirmation d'apporter la preuve. C'est pas au sceptique, si on pourrait dire. Ou scientifique de dire... C'est ça. C'est à la personne qui fait une affirmation extraordinaire de faire la preuve de son pouvoir. Naturellement, dans la chronique que moi j'ai l'intention de présenter ici, il y a des choses que je toucherai pas. Par exemple, je toucherai pas au phénomène des ovnis, parce que, bon, Christian Ribert-Page, je pense qu'il fait un très très bon travail à ce niveau-là. Alors, je pense que ça vaut pas la peine de répéter les mêmes choses. Je suis très très près de la pensée de Christian à ce niveau-là. Je pense qu'on a des... Christian Robert-Page sera d'ailleurs avec nous encore cette année, avec des dossiers sur le phénomène extraterrestre, et lui aussi un peu l'esprit critique. C'est ça, il est beaucoup plus, je pense, analytique, puis lui, il cherche les preuves. C'est facile d'arriver avec des affirmations. Comme moi, par exemple, je parlerai pas non plus de channeling, en gros. Je pourrais dire des choses là-dessus, mais j'en parlerai pas vraiment parce que moi, je dis que c'est une question de foi, en quelque sorte. Comme le phénomène décontacté, par exemple, c'est une question de foi. Parce que quelqu'un apporte une affirmation, il n'y a absolument aucune preuve. Et puis, si on peut pas vérifier ce qui a été dit, il y a certains... Je me souviens d'une conférence où tu faisais avec du channeling, et puis tu demandais à l'entité de nous révéler où est la tombe de Champlain. Alors là, ça pourrait être intéressant. Là, on pourrait essayer de prouver quelque chose, mais malheureusement, lorsqu'on pose des questions très précises, les entités deviennent vagues, se mettent à tourner autour du pot, et finalement, il n'y a pas moyen de rien vérifier. Alors, nous dire, aimez-vous les uns les autres, soyez gentils, bon, je pense que un humain ordinaire est capable de dire ça. On n'a pas besoin d'une entité qui passerait par un canal ou quelque chose. Alors, je ne parlerai pas de ça non plus. Je vais parler des phénomènes qu'on peut contrôler scientifiquement, qu'on peut analyser scientifiquement. Comme par exemple, une personne arrive et prétend, comme on parlait tantôt, pouvoir déplacer un objet avec la force de son esprit. Ben ça, on peut le contrôler. On peut aller en laboratoire avec des appareils, des caméras, etc., un contrôle rigoureux, et on peut vérifier si oui ou non la personne peut réellement déplacer un objet sans le toucher, par exemple. Oui, c'est le cas de la psychokinèse. Oui, on a eu des cas qui ont été présentés, même des Natalia Kolagina en Russie. Oui. J'ai des extraits, je ne sais pas si on va pouvoir les montrer, mais j'ai un extrait des films où elle déplace des objets à l'intérieur d'un genre d'aquarium. Oui, elle déplace un petit paquet d'allumettes, etc. Il y a Jean-Pierre Girard en France qui a été très populaire. Que j'ai reçu sur mon émission d'ailleurs. À une certaine époque, oui. Oui. Ah, OK. Et puis qui déplaçait des objets comme ça. Bon, on le voyait placer les mains, etc. On voyait les objets se déplacer. Mais là aussi, personnellement, disons, le côté que j'amène, c'est peut-être un peu le côté critique. Dans une émission qui s'appelait Droit de réponse sur le paranormal, eh bien, on voit Jean-Pierre Girard. Et lorsqu'on est venu pour contrôler les objets, pour voir s'il n'y avait pas un aimant, là, il est devenu tout à fait nerveux, il voulait pas laisser l'objet. Il a fini par laisser un objet, mais l'objet qui a été laissé semblait pas être le même, parce que l'animateur dit, c'est pas le même objet que j'ai vu avant l'expérience. L'autre était plus pesant que ça. Celui-là, c'est pas le même qu'il y avait au début de l'expérience. Des choses comme ça. Puis quand on sait, par exemple, que Jean-Pierre Girard était un illusionniste, avant de devenir un supposé médium ou quelqu'un avec des pouvoirs, alors on peut au moins être un peu sceptique.
Il y a Uri Geller, là, Uri très Geller, célèbre. qui va être l'objet de ma prochaine chronique avec vraiment beaucoup de détails. Uri Geller, c'est une des choses peut-être que les gens ne savent pas, mais en Israël, avant qu'Uri Geller soit connu ici, ça a commencé dans les années 73, Uri Geller, son métier en Israël, c'était illusionniste. Il y a beaucoup de gens qui savent pas ça. C'est ça. Comme dit James Randi, qui a fait beaucoup, justement, entre autres, il y a un livre qui s'appelle The Magic of Uri Geller, OK, ouais. où il démystifie énormément, moi j'appelle ça les trucs que Uri Geller peut faire. Oui, oui, oui. Et dans ce livre-là, il dit bien que les scientifiques sont les êtres les plus mal placés pour déceler un fraudeur. Si on veut déceler un magicien, James Randi, on le voit il ici. faut demander à un magicien de faire des contrôles. Parce qu'un scientifique, lui, il observe la nature. Alors la nature, en général, ne triche pas. Par contre, un être humain peut tricher. Puis souvent, les scientifiques oublient ça. Mhm. OK. Alors, c'est un peu l'aspect vraiment très concret là, que je vais parler. Ça va être des phénomènes qu'on peut vérifier. Ça va être, je vais parler entre autres, bon, ma première chronique, ça va être sur Uri Geller. Je vais parler un peu du cas de Nostradamus. En parlant de Nostradamus, je voudrais peut-être, je dis pas que c'est un punch, mais tu as vu comme moi, bien sûr, l'histoire du sous-marin allemand de la Deuxième Guerre mondiale. C'est intéressant. J'ai vu moi-même ton émission où on voit M. Payotte qui, dans une émission en 92, annonçait qu'on allait un jour renflouer un sous-marin allemand au nord du Danemark. Son livre sur Nostradamus est sorti en 90. Page 134. C'est ça, c'est très intéressant. Un petit détail que moi je trouve achalant pour un sceptique, c'est que le sous-marin avait été localisé dès 1986. Alors moi je me pose une question. Est-ce que M. Payotte avait entendu parler qu'on avait trouvé ce sous-marin-là en 86? Alors à ce moment-là, ça devient facile, en 90, de prédire qu'un jour on va renflouer le sous-marin. Moi je me pose des questions. Si M. Payotte peut me prouver qu'il a annoncé cette chose-là, parce que c'est très, très précis, là, hey, c'est pas un sous-marin quelque part, c'est vraiment très, très précis, un sous-marin allemand de la Deuxième Guerre mondiale, au nord du Danemark, avec un trésor, c'est quand même très, très précis, alors je deviens encore plus sceptique, disons, quand même c'est si si on précis prétend, ça. même si on prétend dans les journaux qu'ils n'ont pas trouvé de trésor. Ouais, ça, peut-être qu'ils en ont trouvé, on le camoufle, bon, il y a toute l'histoire de la conspiration, je pourrais peut-être faire une chronique aussi. À la défense de François Payotte, j'ajouterais que, quand même, il avait mentionné la date du 2 janvier comme étant une rencontre top secrète où des Chinois ont rencontré les gens de l'Iran, les deux états-majors militaires, top secret, 2 janvier 1992, et paf, en plein. Ou 2 janvier 93 ou 92, là, c'est arrivé très exactement. Là, faut toujours regarder, je veux pas parler trop de M. Payotte dans l'introduction, là, peut-être j'en reparlerai plus dans ma chronique sur Nostradamus. Ça va être un peu ça, Pierre Charles. Ça va être de nous présenter les cas passionnants, fantastiques, et nous descendons des deux pieds sur terre en disant, il y a du potentiel, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est tout vrai ou c'est faux. C'est ça, c'est très très important de comprendre mon idée. Parce que quelqu'un arrive dans une émission et nous dit il a été prouvé scientifiquement. C'est une très belle phrase, ça, il a été prouvé scientifiquement. Mais c'est très facile à dire, cette phrase-là. Par quel scientifique, dans quel laboratoire, c'est ça. Puis on va le voir avec la chronique de Uri Geller, où il a passé les tests au laboratoire de Stanford Institute. Il les a passés, les tests. Mais quand je vais conter l'histoire là-dessus, il y a des gens qui vont peut-être être surpris. Je laisse ça pour la prochaine chronique. Parfait. Je connais très bien le psychiatre qui travaillait avec Uri Geller, là, Andrea Puaric. Et puis pour lui, il n'y a pas de mensonge, c'est toute la vérité. Mais il m'a donné des informations dans un petit coin aussi. Mais disons que des fois, quand Uri Geller était poussé à être obligé devant un spectacle ou à la télévision, ben il faisait une manipulation. C'est ça. Mais il s'empêchait pas les autres fois où il n'y avait pas de manipulation. Mais on va tous parler de ça. On va parler de ça. Je vais parler aussi du triangle des Bermudes. Il y a un livre très intéressant que tout le monde connaît, Charles Berlitz, Le triangle des Bermudes. Oui. Mais le livre qui est peut-être moins connu, je ne l'ai pas avec moi ce soir, mais je vais l'apporter lors de la chronique, c'est Le mystère du triangle des Bermudes résolu. Oui, c'est ça. Par un monsieur qui s'appelle Monsieur Cush. Enfin, je prononce peut-être mal, là, c'est un nom anglais, là. Et il y a des détails là-dedans, je peux en donner quelques-uns juste pour aiguiser l'appétit des téléspectateurs. Entre autres, à un moment donné, on dit dans le livre,
il y a un avion qui est disparu. J'ai pas le numéro, je pourrais l'apporter la prochaine fois, le numéro exact, mais un avion est disparu. Alors, M. Couche a fait une enquête très approfondie, puis il a découvert que l'avion en question n'est jamais disparu. Les passagers sont bien vivants, sont très bien chez eux, il les a rencontrés. L'avion n'est jamais disparu. Ça, c'est un cas. Un autre cas d'avion, il a enquêté, il s'est rendu compte que c'était dans le Pacifique que l'avion est disparu. C'est pas du tout dans le triangle des Bermudes. Alors, des petits détails comme ça, là, quand on enquête plus à fond, on se demande s'il reste encore un triangle des Bermudes. Oui, ou alors il est très vaste, hein, c'est pas jusqu'au Pacifique, là. Je pense qu'il est très vaste. Je vais parler, entre autres, de la photographie psychique avec Ted Serios. Ah oui, Il y a des gens qui ont enquêté sur ces personnages-là. Je vais penser sur une pellicule, ils envoient Ils se l'image. concentrent, puis là, avec une caméra Polaroid, parce que une ça. Polaroid, on dit qu'on peut pas truquer ça, etc. Alors, on va essayer de voir s'il y aurait des explications plus terre à terre pour expliquer le phénomène de la photographie psychique. Parfait. Pour ça, il y a le cas de Brady Murphy sur la réincarnation. C'est un des cas les plus classiques. Encore là, je dis pas que la réincarnation n'existe pas, qu'on n'apportera pas un jour des preuves vraiment concluantes, mais il y a des informations, dans le cas de Brady Murphy, qui nous font douter de la réalité de ce cas-là. En tout cas, je vais parler aussi de Rampa. On connaît tous Lobsang Rampa. Oui. Ce que je vais dire, peut-être que les gens vont dire, ah oui, mais ça, tout le monde sait ça. Son véritable nom, bon, c'est Cyril Henry Huskins, qui était un Anglais que, selon moi, n'a jamais quitté l'Angleterre avant d'écrire ses livres. Il est devenu célèbre en 1957 environ, lorsqu'il a écrit Le Troisième œil. En prétendant être allé au Tibet, puis avoir été... Pas avoir été, mais en fait, son histoire dit que un moine tibétain qui est décédé s'est réincarné dans le corps de Cyril Henry Huskins. Exact, c'est ça. Bon, il est tombé d'un arbre, etc. Puis là, il s'est réveillé, il n'était plus lui-même, même sa femme ne le reconnaissait plus. Bon, en fait, ça, c'est l'histoire. C'est sûr que si on croit à l'incarnation, on va peut-être dire, ben, c'est ça l'explication, on ne cherche pas ailleurs. Transmigration, là, c'est au moment où l'autre était là, il a perdu conscience, puis l'autre l'a incorporé. C'est ça, mais une explication mystique, autrement dit. Oui. Alors que si on est sceptique, ben, peut-être qu'on va dire, oui, mais dans le fond, le gars, c'est juste un auteur de science-fiction qui a gagné sa vie avec ça. Il l'a très bien gagné, d'ailleurs. Heureusement, il a quand même ouvert la porte à toute la vague du nouvel âge qu'on connaît. C'est ça. Il y a des gens comme moi, je dis des fois par rapport à certains phénomènes, c'est un peu, moi je vois ça comme un phénomène sociologique. Oui. Je me dis, toute l'approche que les gens peuvent avoir face au nouvel âge, face aux phénomènes paranormaux, il y a peut-être beaucoup de charlatans. Oui. Et puis ça, c'est assez curieux. Quand on va au Salon des sciences occultes, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. On demande aux gens qui sont là, pensez-vous qu'il y a des charlatans dans le domaine de la voyance et tout ça? Et les gens, en tout cas moi, le test, si je peux dire, que j'ai fait, la personne qui est devant moi va me dire, il y a au moins 85% de charlatans dans le domaine. Oui, exact. C'est assez curieux, là. On demande ça à tout le monde, et tout le monde nous dit à peu près la même chose. Oui. Quand on fait le calcul, il y a quelque chose qui arrive pas. Oui. Fait que ça va être un peu tout ça que ça va couvrir, mes chroniques. Et puis, ça, disons, c'est important aussi de dire que je viens ici en mon nom personnel, en tant que fondateur de SOS Dialogos. Il est évident ici, Pierre-Charles, que du côté de Richard Glenn, j'apporterai toujours l'autre son de cloche autant que possible, parce que je sais que on peut des fois remettre en question beaucoup de ces cas-là, mais il y a aussi toujours une porte entrouverte. Comme on dit dans le phénomène extraterrestre, on dit qu'il y a à peu près 7% des cas non explicables. Après avoir passé à travers toutes les batteries scientifiques de tests, il en reste pas moins que 7%, c'est énorme. 7 sur 100 qui s'expliquent pas. Alors, ça promet pour les spectateurs. J'espère que vous allez aimer cette chronique de Pierre-Charles Dubreuil, où on va essayer d'aller au fond des choses en gardant les deux pieds sur terre, en essayant d'explorer le monde le plus irrationnel possible. Et peut-être qu'on découvrira à travers tout ça qu'il y a un 7% qui s'explique toujours pas. Donc, il y a une porte ouverte qui reste là. Mais elle est très étroite. Il faut pas que tout le monde rentre là-dedans en disant, tout est vrai. C'est ça. Il faut garder l'esprit critique. Parfait. L'esprit critique. Es-tu là? Oui. Merci, Pierre-Charles.